Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la chasse, étant donné que cette année j'ai travaillé dans des hôpitaux de la faune sauvage et j'ai aussi fait des suivis de migration des oiseaux. Donc j'ai pu observer les phénomènes de chasse de plus près, notamment quand j'étais dans un suivi de migration et qu'à chaque fois qu'on voyait des pigeons passer, par exemple on en voyait 3, après il y avait 3 coups de feu par derrière. Donc c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions par rapport à l'utilité réelle de la chasse et qu'est-ce que ça engendrait. Donc la question qui va se poser dans cette vidéo, c'est est-ce que la chasse est une nécessité en France au XXIe siècle, puisque je ne vais pas parler de tribus ou de peuples qui ont besoin de chasser et qui ne sont pas du tout dans la même situation sociale, économique que nous. Et je ne vais pas non plus parler du passé, puisque dans le passé nous n'avions pas les mêmes ressources, nous n'avions pas le même système d'exploitation, ni le même système d'agriculture, etc. Donc là on va vraiment parler d'ici et maintenant. Donc cette vidéo sera principalement illustrée avec les exemples de ce livre de Pierre Rigaud, que je conseille, il est vraiment intéressant. Après je pense qu'il faut un peu croiser les sources pour avoir différents points de vue. Mais franchement j'ai beaucoup apprécié tous les exemples qu'il y a dans le livre. Et je vais vous mettre tous les titres de la vidéo et le minutage. Alors première question, est-ce que les chasseurs protègent la nature ? Oui et non, selon moi je pense que oui et non, étant donné que les chasseurs ont tout intérêt à protéger la nature pour ensuite pouvoir chasser. Donc oui, peut-être qu'ils mettent des actions en place pour essayer de préserver la nature sauvage, mais c'est dans un tout autre but que la préserver pour la préserver ou pour l'avenir de la planète. Là c'est la préserver pour des ambitions personnelles, des envies personnelles de chasse. On pourrait prendre pour exemple les sternes pierre-garins qui sont une espèce protégée et qui s'accommodent très bien du toit des huttes de chasse puisqu'elles font leur nid en hauteur. Sauf que les chasseurs dans leur grand altruisme justement mettent des petites barrières pour éviter aux sternes de tomber ou aux oisillons de tomber, et qui dans un même temps se mettent en dessous pour tuer d'autres espèces d'oiseaux. Donc ça doit faire une scène assez cynique de l'extérieur. Et bon, forcément il y a des actions qu'on ne peut pas critiquer, par exemple des chasseurs qui essayent de mettre en place des haies entre les champs, surtout depuis les réunifications de champs qu'il y a eu. C'est vraiment des champs de monoculture à perte de vue, ce qui est une catastrophe pour la biodiversité. Et donc c'est nécessaire de mettre des haies. Mais sauf que là c'est vraiment attirer les animaux pour les tuer parce qu'ils savent exactement où les animaux seront, ils se cacheront dans les haies et dans ce cas là c'est super simple pour aller venir les accueillir. Donc à la fois ce sont de bonnes actions, mais les bonnes actions n'ont pas toujours une bonne fin. Et à contrario, les associations de protection de la nature ont aussi de bons desseins, de bonnes fins, mais elles n'ont pas forcément le pouvoir d'agir ni l'argent, donc souvent ça leur arrive de s'associer avec des associations de chasse. Et ça renforce encore la façade écologique et protection de la nature des chasseurs. Ensuite, un point qui est souvent relevé, c'est oui mais c'est nécessaire pour réguler les espèces. Alors déjà, il faut savoir que la moitié des animaux tués par la chasse sont des oiseaux, et que les oiseaux n'ont pas du tout besoin d'être régulés parce que justement il y a une forme de disparition massive, notamment lors des derniers résultats partagés par le CNRS, ils le partagent, qu'il y a environ un tiers des oiseaux qui a disparu en 15 ans. Donc c'est totalement absurde. Et sur la soixantaine d'espèces d'oiseaux chassés, il y a plus de la moitié des effectifs qui sont en déclin ou alors des espèces menacées. Et puis concernant les mammifères, c'est pas mieux puisqu'il y a le lapin de Garenne, le putois, le lièvre qui sont chassés alors que ce sont aussi des espèces menacées. Et donc vous me direz, oui mais les cerfs et les sangliers, donc tous les ongulés réunis forment environ 5% des effectifs de chasse, ce qui est clairement minoritaire, et tout ce qui est cerf, daim, chevreuil, n'ont jamais été une menace pour la biodiversité. En tout cas il n'y a jamais eu de rapport scientifique qui le notifiait, puisque contrairement justement à l'auroch qui a vécu il y a extrêmement longtemps et qui exerçait une certaine pression en tant que mammifère herbivore sur toutes les plaines, toutes les forêts, etc. puisqu'ils mangeaient énormément. Là ce sont des mammifères quand même beaucoup plus petits qui ont une pression alimentaire beaucoup plus faible. À titre de comparaison, la totalité des mammifères libres sur cette planète ont une biomasse 14 fois inférieure que tous les animaux d'élevage. Ensuite, concernant les sangliers, oui, jusqu'à maintenant, il y a uniquement les chasseurs qui ont fait pression sur cette prolifération qui détruit beaucoup les champs. Mais déjà, il faut savoir que si les sangliers ont autant proliféré, il y a une histoire derrière. Ça vient des années 60 où les chasseurs
n'avaient plus de petits gibiers et donc se sont retournés vers les gros, sauf qu'ils avaient envie d'avoir encore et encore du gibier, donc ils ont épargné à chaque fois les plus grosses femelles qui étaient gestantes, ce qui a créé une certaine prolifération liée à d'autres facteurs, puisque c'est pas à cause des chasseurs qu'il y a une prolifération, c'est aussi d'autres facteurs comme l'exode rural qui a fait que ça a agrandi les espaces. Beaucoup de champs de monoculture de maïs par exemple, ce qu'adorent les sangliers, ils en raffolent et ce qu'ils détruisent le plus. Aussi le réchauffement climatique, ce qui a créé et engendré la pousse de beaucoup de châtaigniers, de chênes, dont raffolent les sangliers. Donc il y a un tas de facteurs qui font que les sangliers sont vraiment extrêmement bien en France actuellement, avec tout l'environnement qui leur convient totalement. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a uniquement les chasseurs qui peuvent lutter contre cette prolifération qui pose problème à l'humain. Il y a aussi ce traitement de fond à faire, c'est-à-dire éviter de faire uniquement de la monoculture de maïs, essayer de lutter contre le réchauffement climatique, etc. Parce que là, on est juste en train de mettre un pansement sur un problème beaucoup plus profond. Ensuite, par rapport aux espèces considérées comme nuisibles, néfastes, il y a le ragondin qui a vraiment été honoré par beaucoup d'argent public investi dans sa destruction, tandis que le ragondin ne cause pas de dégâts pour la biodiversité. Ça pose des problèmes pour les infrastructures humaines à la limite. Mais il y a énormément justement d'argent et d'énergie mise en application pour essayer de détruire cette espèce qu'on a nous-mêmes introduite. Tandis que ce n'est pas non plus un problème très grave que le ragondin fasse des trous dans les berges. Le seul problème c'est plus justement qu'il détruise les infrastructures humaines à la limite. Et encore ça reste vraiment négligeable. Et le gros problème aussi qui est présent actuellement, c'est ces campagnes justement de destruction des ragondins qui touchent d'autres espèces. Par exemple, les campagnols amphibies qui ont été détruits en partie à cause des campagnes d'empoisonnement. Bon, on va passer sur tous les nuisibles qui ne le sont pas, comme certains mustélidés, comme la fouine, la belette, etc., qui sont considérés comme des nuisibles alors que pas du tout. Et le renard aussi, environ 500 000 effectifs tués par an. Je crois que c'est un rapport de l'ONCFS qui rapporte ce chiffre, et encore ça pourrait être plus, tandis que les renards c'est les meilleurs amis des agriculteurs, ils tuent les rongeurs, enfin je vois pas pourquoi on veut tuer les renards et pourquoi ils sont considérés comme nuisibles. À la limite ça peut être par rapport à certaines croyances comme quoi ils vont transmettre des maladies, tandis que ça fait longtemps que ce n'est plus le cas, mais on n'a aucune raison de tuer les renards. Ensuite, concernant la chasse des espèces protégées, il y a la chasse des bouquetins. En Haute-Savoie, il y a une histoire avec des bouquetins qui avaient la brucellose, qui se transmet aux bovins d'élevage. Donc forcément, ça pose problème aux éleveurs, ce que je comprends totalement. Mais il y a une partie des bouquetins qui ont été tués sans avoir vérifié au préalable qu'ils aient la maladie, parce qu'ils étaient trop loin dans les montagnes et c'était trop compliqué de récupérer leur corps pour essayer de faire des analyses, parce que pour certains bouquetins qui étaient beaucoup plus proches, ils ont pu les anesthésier et faire des tests in situ pour voir s'ils avaient la maladie ou pas, parce qu'il y avait environ 20% des bouquetins qui avaient la maladie, ce qui fait que dans tous ceux qui ont été tirés à bout portant, et bien au final il y a 80% des bouquetins qui étaient totalement sains, tandis que c'est une espèce protégée, c'est une espèce qui n'a plus beaucoup d'effectifs, donc si en plus on se permet de tuer certains bouquetins sains, ça va poser problème. Ensuite on a le cas du loup qui est considéré comme une espèce strictement protégée d'un point de vue européen, mais qui est tué à taux de 10%, enfin non 12% par an en France. Pourquoi, comment, où, on ne sait pas. Ensuite il y a l'élevage dédié à la chasse, notamment avec le faisan qui a été importé environ 200 après Jésus-Christ en France pour la chasse des élites, puis maintenant ça s'est un peu plus globalisé et depuis les années 50 il y a plusieurs centaines de millions de faisans qui ont été élevés et chassés en France. Et selon le syndicat national producteur de gibier de chasse, il y a environ 30 millions d'individus qui sont produits chaque année destinés à la chasse, dont 10 millions qui sont prévus pour l'export sous forme de poussins d'un jour ou d'œufs. Et ce qui est assez amusant, c'est que le lâcher de gibier à plumes est autorisé sans forcément avoir l'accord préfectoral, tandis que les associations se battent pour essayer de relâcher, de réintroduire certaines espèces ou de relâcher certains individus d'espèces menacées, et ça leur prend des années les procédures. En tout cas, environ un animal sur 4 provient d'élevage, et on passera sur les conditions d'élevage parfois pitoyables, mais il y a aussi certaines pratiques qui sont totalement cruelles, par exemple le fait d'élever des alouettes, puis de les accrocher à une ficelle, donc les alouettes essayent de se débattre, de voler,
ce qui attire d'autres oiseaux qui viennent et qui sont tués par les chasseurs. Donc c'est une pratique totalement cruelle et horrible. On va s'intéresser un peu aux armes. Donc il y a une arme qui est utilisée qui disperse des petites billes de plomb pour arriver à tuer plusieurs animaux en même temps, ou en tout cas ne pas rater sa cible, ce qui fait qu'on n'a même pas besoin de savoir tirer pour être chasseur. C'est génial. C'est utilisé pour les petits gibiers, notamment sur les oiseaux. Ensuite on a le piégeage qui permet aux chasseurs de venir plusieurs heures après, voire un jour après, pour voir s'il y a une proie dans son piège et décider s'il la tue ou non. Sauf que déjà la détention dans un piège provoque énormément de stress chez l'animal. S'il y a des conditions climatiques difficiles, l'animal peut même en mourir. Ou s'il y a une femelle qui est allaitante, ses petits peuvent en mourir, ce qui pose de gros problèmes. Et le piège à mâchoire est encore autorisé en France, sans les dents, mais bon, ça reste quand même un piège à mâchoire. Et en fait, le fait de piéger est très simple d'accès, il suffit d'assister à une formation. Et encore, pour piéger les rats musqués, ragondins, il n'y a même pas besoin d'agrément. Ensuite, la vénerie sous terre, donc il y a les chiens et les chasseurs qui acculent un animal et l'animal va dans son terrier, sauf qu'après les chasseurs l'attrapent avec une pince et décident de le tuer avec l'arme de leur choix. Bien sûr, c'est toujours dans la poésie et l'amour. Ensuite, l'impact sur la biodiversité, parce que parfois la chasse pose des problèmes réels sur la biodiversité, autres que juste le fait de chasser directement. Par exemple, il y a des canards d'élevage qui se reproduisent avec des canards colverts et ça pourrait diminuer justement leur résistance et leur capacité à survivre dans cet environnement sauvage. Toujours par rapport aux canards, les canards ont l'habitude d'avaler des petits cailloux pour faciliter leur digestion, sauf que ils avalaient aussi des petites billes de plomb. S'ils les empoisonnaient totalement, hein, c'était, comment on appelle ça, du saturnisme je crois. Mais heureusement depuis 2006 ça a été interdit vers les zones humides, mais bien sûr il reste encore certaines billes de plomb qui vont être ingérées par des canards jusqu'à ce qu'elles aient toutes été ingérées. Donc ensuite la question se pose, pourquoi les chasseurs et les fédérations de chasse ont autant de pouvoir? Donc déjà il y a le fait qu'elles soient unies, enfin il y a vraiment une fédération de chasse, ils sont vraiment unis, ce qui les rend puissants, tandis que les associations souvent elles font un peu la concurrence entre elles pour avoir le plus d'adhérents, le plus d'argent possible. Et on est vraiment divisé en tant qu'association puisque c'est des gens très passionnés qui ont souvent des avis divergents, ce qui fait des conflits même par exemple au sein de la LPO, que je connais un peu mieux que les autres associations. Eh bien il y a des groupes de LPO qui ne se blairent pas entre eux et ce qui pose justement des problèmes parce que c'est le moment ou jamais d'être unis parce que sinon on n'arrivera jamais à changer les choses. Ensuite, les chasseurs ont totalement la main libre sur les chiffres qu'ils donnent puisque c'est à eux de faire les inventaires des animaux tués. Donc au final, personne ne sait combien d'animaux sont réellement tués. Les agents de l'ONCFS qui sont justement censés réguler les pratiques abusives sont très peu, 1 pour 1000 chasseurs, et même au sein de l'administration de l'ONCFS, au sein des sièges, il y a environ la moitié des sièges qui sont représentés par des personnes de la communauté cynégétique. Et puis il y a le fait que ce soit un parcours du combattant pour rendre un terrain non chassable. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse de rendre votre terrain, vos terres, si vous avez des forêts non chassables. Mais c'est pas forcément très simple, ce qui donne encore plus de pouvoir aux chasseurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à bientôt.